vais en profiter pour vous dire que Jean-Claude Odo, qui va nous parler de pêche au thon, est vice-président du comité Languedoc-Roussillon. Il est président du Pescador Club de Saint-Cyprien et membre du bureau du conseil de gestion du parc marin du Golfe du Lion. Si je ne m'abuse d'ailleurs, c'est un conseil qui se veut du Golfe du Lion, mais qui est très Pyrénées-Orientales quand même. Hein. Il n'a pas entendu, il n'a pas écouté, ou pas. On va parler du conseil, le nom exact, donc le bureau, le conseil de gestion du parc marin du Golfe du Lion est très Pyrénées-Orientales. Il est Golfe du Lion, ouais. Il est Golfe du Lion, on ne sait pas pourquoi. Mais il est avant tout Pyrénées-Orientales, puisque nous avons comme trait de côte de Cerbère à la Franquille, tout de suite après le Cap. Donc on est vraiment, à part le Cap qui est la première commune de l'Aube, on est vraiment tout le bord de Pyrénées-Orientales. Ça fait une centaine de kilomètres de côte d'un seul tenant, sur 20 000 au large, et on est en train de négocier 20 000 supplémentaires avec les autorités espagnoles, ce qui fera une profondeur en mer de 40 000. Alors, pour le moment, on multiplie les ateliers, les commissions et toute réunion nécessaire pour mettre le plan de gestion de ce parc en marche. Il devrait être en marche pour octobre 2014, donc c'est demain. Non, c'était hier. C'est presque hier. De 2014, pardon, c'est vrai qu'on n'y est pas encore. Non, mais c'est quand même demain. Et il faut savoir que le plan de gestion que l'on va mettre sur rail donnera la marche du parc pour 15 années. Donc c'est quand même pas une mince affaire de pouvoir se projeter sur une durée de temps de 15 ans pour savoir le devenir de la faune, de la flore, des espèces, des situations portuaires, des agrandissements, de ce qui doit se faire, pas se faire, etc., etc. Donc il y a des commissions de patrimoine, il y a des commissions de ressources, toutes les commissions sont présentes et il y a une soixantaine de personnes qui travaillent en permanence dessus pour le moment. C'est bien pour que vous travaillez dans le même sens, parce que vous arrivez à mettre des plans de gestion sur rail dans l'eau, parce que ceux qui veulent faire le TGV, ils n'y arrivent pas. Hein. Donc ça coûte pas, pour l'instant ça coûte pas cher, parce que c'est des bénévoles. Allez, on va parler de pêche au thon. Puis c'est marrant, comme hier en fin d'après-midi, il y avait le patron du taurine de la Costa Brava qui était là. Il y avait une petite cérémonie qui avait rien de protocolaire, qui était très conviviale d'ailleurs, qui était quand même néanmoins protocolaire, avec donc cet homme, le patron du taurine de la Costa Brava. Il y avait également des membres du club de voile de la Escala par rapport à ce que fait la Sorac avec la régate Escalagde. Et donc il y a des partenariats, vous avez vu que la Costa Brava est présente sur ce salon nautique, donc ça peut peut-être aussi servir d'intérêt. Finalement, peut-être que dans l'Hérault va servir à nourrir les travaux des Pyrénées-Orientales. Et ça n'a rien à voir, mais c'est marrant parce qu'aujourd'hui, il y a le cyclo-club de Bédarieux qui est parti en stage à Rosas, de vélo. Il faut quand même se méfier là, de la Costa Brava, ça va aller dans l'autre sens. La mission Racine a créé les stations littorales comme Port-le-Cat d'ailleurs, ou le Cap d'Agde pour éradiquer le tourisme de masse qui partait vers l'Espagne. Et visiblement, c'est plus les touristes maintenant, c'est les gens d'ici qui vont voir comment ça se passe en Espagne, et c'est néanmoins très agréable. Je vous laisse le micro. Bien, merci. Bonjour à tous, parce que je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire. Et merci d'être présent. Voilà, avant de vous développer un petit peu cette pêche pour le thon, je dois vous rappeler que la pêche au thon est maintenant très très encadrée. À savoir, c'est qu'il existe un arrêté qui paraît chaque année, qui nous donne un quota à tenir, que ce quota est partagé entre les fédérations, les deux fédérations de pêche, avec les bateaux qui sont les bateaux charters, les individuels et maintenant les chasseurs-plongeurs. Donc c'est tout à fait quelque chose qui est réglementaire. Il faut donc, pour pouvoir pêcher le thon, obtenir les autorisations des affaires maritimes. En plus de ça, il faut obtenir, par le biais de ces informations et de ces fédérations, une bague qui vous donnera le droit éventuellement de conserver le thon ou pas, en sachant que les autorisations se divisent en plusieurs formalités. La première est qu'il faut d'abord une autorisation pour pêcher. La deuxième est qu'il faut une autorisation pour
pouvoir pêcher en moquille, c'est-à-dire, on en parlera tout à l'heure, c'est-à-dire combattre un thon mais ne pas le prendre, c'est-à-dire quand il arrive au bateau, pouvoir le relâcher dans de bonnes conditions et le remettre à l'eau. Et la troisième qui consiste tout simplement à avoir l'autorisation d'avoir la possibilité de mettre un thon effectivement à bord du bateau qui deviendra effectivement, c'est votre prise, et à ce moment-là il vous faut une bague pour gérer cette formalité. L'ensemble de ces autorisations sont contrôlées tant par les affaires maritimes que par la gendarmerie, que par les affaires maritimes, je le dis, gendarmerie maritime, plein d'autres gens, même le l'ONF est à même de pouvoir contrôler ce type de pêche. Donc, si un jour vous voulez pratiquer, renseignez-vous bien. Chaque année, les quotas changent. Chaque année, les distributions de bagues se font plus ou moins différemment. On espère qu'un jour ou l'autre, avec le travail qu'accomplissent les présidents de fédération, on obtiendra quelque chose de plus suivi. Mais pour le moment, on évolue dans ce sens. Et la pénurie du thon qui nous était annoncée, est-ce qu'elle est là ou est-ce qu'elle n'est pas là? Toujours est-il, c'est qu'en ce moment, on se rend compte que, à l'heure actuelle, chez nous, sur les Pyrénées-Orientales, la pêche au thon est fermée et on a du thon, c'est pas encore. Il y en a absolument partout. Donc, voilà. Est-ce que, à une certaine époque, on disait que les poissons qui allaient disparaître avaient tendance à se regrouper, et que c'est dans le fait qu'ils se regroupaient, justement, c'était une preuve que l'espèce était en danger. Et puis, on s'est ravisé en se rendant compte que les quotas qui étaient donnés étaient des quotas tout à fait minimes et que l'augmentation des bons moutons était certain maintenant. Qu'en est-il? Qu'en sera-t-il l'an prochain? Seuls les arrêtés qui sortiront début de l'année 2014 pourront effectivement vous le dire. Alors voilà pour un peu les grandes lignes de la réglementation. Je vais vous rappeler maintenant un petit peu sur ce poisson, qui est un poisson quand même bien particulier. Il y a une migration du thon rouge. C'est un poisson qui vit effectivement, il se déplace beaucoup. La moyenne de vitesse d'un thon calculée, je vous donne des normes scientifiques, hein. Me dites pas c'est plus ou c'est moins, parce que c'est ce que les scientifiques retiennent pour travailler sur le thon. C'est entre 30 km/h et il atteint en vitesse de pointe 70-75 km/h. La reproduction des thons a lieu dans la période de mai, juin, voire juillet, dans des zones qui sont maintenant bien connues et que tout le monde peut maintenant retrouver, même sur Internet, il est facile de trouver les endroits. Le poisson évolue quand même assez vite. Hein. De 25 à 30 cm, il pèse entre 350 et 500 grammes. De 60 à 70 cm, on va jusqu'à 5 kg. Et de 1,35 m, à partir d'1,35 m, il passe entre 35 et 40 kg. Et puis après, on le voit grossir. À 2 mètres, c'est à peu près 150. Et après, on peut atteindre des temps qui vont à 600, voire un record qui a été établi, qui est de 900 kg, mais c'est vraiment un record qui n'a jamais été atteint de nouveau. Actuellement, Saint-Cyprien détient le record de pêche avec un thon de 418 kg. Voilà ce que je peux vous dire sur le record du monde est de 678 kg. Ce qui complète un peu les dimensions du poisson. C'est un poisson extrêmement combatif, violent, et qui est capable de vous faire un combat pour un pêcheur à la canne, qui peut aller de quelques petits quarts d'heure à quelques nombreuses heures. J'ai des amis pêcheurs qui ont fait encore cette année 7 heures de combat sur le même poisson pour que le poisson s'en aille comme si rien n'était. Il faut savoir que le poisson, tant qu'on le remet sous le bateau, quand on arrive à l'amener sur le bateau, il continue évidemment à naviguer, il est dans des fonds de 10, 15 mètres, 20 mètres sur le bateau, et plus il reste dans ce niveau-là, plus il se réoxygène. Et donc lui, en fait, il se repose. C'est le pêcheur qui se repose. Voilà, alors si vous voulez bien maintenant, on va s'exprimer sur la pêche du thon proprement dit.
La pêche du thon, proprement dit, on a 4 grosses possibilités pour le faire, à savoir la pêche à la traîne, qui est une des possibilités, le lancer ramener, c'est-à-dire la pêche sur chasse, et on a aussi la pêche au broumé, mais en dérive. Là, je fais une petite parenthèse parce que je signale que, notamment sur ceux qui font des compétitions, ou les fédérations qui font des compétitions, ou même nous qui faisons les masters, c'est-à-dire des manifestations à visée scientifique qui ont comme but de prendre les thons, des marquer et les remettre à l'eau, on est forcé de faire une déclaration aux affaires maritimes pour pouvoir mettre des bateaux ancrés au large. Et cette déclaration doit être faite dans les 2 mois qui précèdent la manifestation, ce qui complique encore un petit peu les choses. Nous sommes en train de parler tout simplement sur un texte qui date de la marine à voile et qui autrefois avait été rédigé pour empêcher les gens qui se mettaient à pêcher le thon en poste fixe, c'est-à-dire ancré au fond, de gêner la marine à voile qui remontait entre la France et l'Espagne avec tout le transit qui se faisait à l'époque. Ceci étant maintenant disparu, mais le texte est toujours là. Donc pour le moment, je sais que les fédérations, elles, de leur côté, essaient de faire un amendement à ce texte et rédiger autrement, mais pour le moment, le thon au broumé doit se pêcher non ancré, mais en dérive tout simplement. Ensuite de ça, on peut le pêcher en profondeur. Et ensuite de ça, je terminerai par un mot sur la pêche au no-kill et le marquage. Il faut que je me reporte sur la pêche à la traîne, donc j'embraye directement sur cette pêche. La pêche à la traîne, ben là, je fais déjà un premier arrêt, excusez-moi. Vous savez que dans les quotas qui nous sont fixés, on ne prend pas n'importe quel poisson. Nous sommes obligés d'avoir une taille minimum à respecter pour pouvoir garder un poisson. Pour pouvoir garder un poisson, non seulement il faut les autorisations, non seulement il faut une bague, mais il faut que le thon fasse 1,15 m ou 30 kg. Je vous dis tout de suite, un poisson d'1,15 m fait rarement les 30 kg. Ils sont toujours inférieurs. Mais la législation est faite comme ça. Donc vous avez 2 possibilités. Quand le thon, que vous avez, si vous avez les autorisations et une bague et que vous voulez garder le thon, pas de problème, vous étendez le mètre. S'il fait 1,15 m, il est bon. S'il ne fait pas moins d'1,15 m, c'est à remettre à l'eau immédiatement. Le poids, il reste difficile à mesurer puisque sur les bateaux, on n'a pas les moyens. C'est qu'une estimation qu'on peut donner. Donc, cette pêche à la traîne se fait, règle générale, assez au large. On peut démarrer dès la côte, mais plus généralement, on en a des fonds de 40 à 50 mètres, et voire même beaucoup plus, en s'en allant sur les canyons ou sur le large. Et on peut mettre environ 5 cannes sur un bateau en traîne, c'est à peu près ce qui tourne habituellement. Ça nécessite des cannes assez puissantes, des cannes qui sont en 30 livres comme force pour le stand-up, 50 livres encore, voire 80 livres. Mais 80 livres étant déjà des gros moyens. Vous avez après les moulinets. Les moulinets qui vont avec cette pêche sont tous des moulinets qu'il ne faut pas qu'ils soient inférieurs à 9,0. Parce qu'autrement, vous n'avez pas la teneur et la contenance qui est nécessaire pour maintenir un thon en état et surtout pour l'amener après au bateau. Vous avez là le type même, c'est un Penn Senator, c'est un des moulinets typiques de cette pêche qui me permet. Les leurres. Alors les leurres, vous avez un type de leurre, vous avez ici un leurre à jupe qui est muni d'un hameçon simple qui a pour but d'imiter plus ou moins un calamar ou un fantasme de ce poisson. Mais c'est un leurre qui marche bien, notamment le rosette vert que vous avez vu. Là, vous envoyez pendu. Vous avez à côté de ça, pendu sur les échelles en mer, vous avez des gros rapalas qui vont bien, avec des bavettes importantes. Il faut que les bavettes soient des bavettes plongeantes. Là, je fais peut-être un arrêt sur cette... si, ça peut.
J'ai quelque chose de tout sur l'ordinateur. Attendez, on va y arriver. Voilà. Donc là, on voit effectivement les leurres qui sont en attente de pêche. Et en bas, vous voyez, en bas de l'image, vous voyez effectivement les leurres à jupe dont on se sert. Je voudrais bien revenir un peu sur... Non, mais on est passé sur ce processus. Donc là, on continue effectivement avec cette pêche. C'est une pêche comme toute la traîne qui peut se faire à des vitesses quand même relativement rapides. En dessous de 5 nœuds 5, 6 nœuds, c'est la limite inférieure. Il faut mieux que vous soyez dans des vitesses de 7, 8 nœuds. Il y en a même qui le pêchent d'une manière plus rapide. Nous arriverons à en parler aussi lorsque le thon, on a la possibilité de le garder s'il arrive effectivement au bateau. On a recommandé pour qu'il ne soit pas détérioré, il n'est pas question de des dégâts, puisque le poisson va être soit remis à l'eau, soit effectivement gardé. La gaffe est pratiquement bannie de nos opérations, et le plus souvent, nous nous servons d'un lasso. C'est-à-dire qu'on arrête, si vous voulez, on encercle la ligne du pêcheur avec un grand rond qui est fait sur un nœud coulant. Et lorsque le poisson arrive et se combat directement au bateau, on laisse chuter le rince, qui va coiffer la tête du thon et qui va glisser tout le long du thon. Et là, quand vous arrivez à la queue, il suffit de serrer et le nœud va emprisonner la queue du poisson. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, pour le prendre, sans qu'il y ait de problème, sans qu'il soit détérioré, il suffit que vous le soulevez et que vous le posiez tout doucement sur le bateau. Je vous en parlerai tout à l'heure. Vous verrez que quand on le pose directement sur le bateau et qu'il est soulevé comme ça, et qu'on lui met bien la tête en perpendiculaire avec le plancher du bateau, et qu'on l'étale, on prend la précaution de l'étaler doucement, laissant tomber doucement dans le corps, une serviette humide sur les yeux, le poisson n'a même pas un coup de queue, il ne bouge plus du tout, on dirait qu'il est endormi. On verra ça tout à l'heure. Là, je vous ai mis cette photo qui a simplement, parce que c'est une... Allez, j'allais dire c'est un bricolage. C'est un bricolage, mais c'est un bricolage bien utile sur des petits bateaux. Si les grands bateaux qui pêchent le thon, j'entends les grands bateaux, les bateaux de 8, 10, 12, voire plus, sont des équipements avec des sièges, avec des choses comme ça. On va voir après dans la pêche au lancer ramené ou autre qu'on ne se sert plus de siège, mais qu'il y a de temps en temps pour pouvoir se reposer avec un poisson qui bouge toujours. Et ça, c'est le type même de receveur de canne qui vous permet d'être argumenté et d'être avant-arrière et qui vous permet d'incliner et de travailler, continuer à travailler le poisson tout en permettant aux pêcheurs de se reposer un petit peu. C'est quelque chose qui est pas vendu, je connais personne qui le fabrique dans le commerce, mais qui équipe beaucoup des bateaux de plaisir, de plaisance maintenant. Donc on va repartir, voilà, le type même dealer à jupe, la taille vous paraît petite, il faut savoir que les thons en traîne viennent très bien sur des petits leurres. On verra ça encore sur la pêche au lancer ramené tout à l'heure. Les gros, c'est très bien, ça marche, mais les petits marchent très très bien. Le petit leurre le plus rose que vous avez, c'est un leurre qui a pris des quantités de poissons à plusieurs reprises. Là, je vous ai fait une photo pour vous donner des indications. Vous avez là des leurres qui font 18-19 cm de long, 17-19, et vous avez des leurres à jupe. Parallèlement à ça, et on reverra, puisqu'on était sur les leurres, ça c'est un leurre qui est fait pour travailler en profondeur. Il a une énorme bavette qui permet de descendre très profond, et vous remarquerez qu'ils sont chargés de 2 hameçons doubles. Personnellement, mais ça c'est une opinion toute personnelle, qu'on a employée aussi bien sur l'océan Indien que sur la Méditerranée ou sur l'océan. On a moins de décrochage sur ces leurres-là, et vous allez comprendre pourquoi. Parce que l'hameçon double est un hameçon qui est fait du même fer, et il n'y a pas de partie de soudé dessus. Et donc, si vous accrochez un poisson qui a un certain poids et une certaine défense sur
une armature qui est elle-même soudée au double, puisque le trick c'est jamais qu'un double avec un hameçon qui est ressoudé dessus, vous avez toute chance de décrocher ou de perdre le poisson. Là, on perd moins de poissons, et lorsqu'on est appelé à les travailler pour les relâcher, à ce moment-là, on remplace même ces hameçons doubles par des hameçons simples. On verra ça tout à l'heure. Pour le thon, au lancer ramené, alors là, j'ai voulu vous imager par les diapositives que vous allez voir passer. Voilà, pêche sur chasse avec des petits leurres. L'exemple que vous avez derrière, mais on va le revoir un petit peu séparé, c'est la taille, ça fait 7 cm pour un maximum de 48 grammes. Donc vous voyez que c'est tout petit. On le pêche avec de la tresse et un badling en fluorocarbone et un moulinet de 6005 minimum, parce que si c'était un moulinet plus faible, il ne tiendrait pas. Voilà le type d'hameçon. Allez-y, monsieur. 6005, c'est la taille, vous savez, dans les moulinets de pêche à tambour fixe. Vous avez le moulinet comme de celui qui est à l'écran à l'heure actuelle. C'est celui qui vous permet de lancer, parce que les moulinets comme les pennes sont des moulinets pour pêcher soit en traîne, soit au broumet, et qui ne vous permettent pas de faire du lancer avec. Ça, c'est des moulinets qui vous permettent de faire le lancer. Alors, si vous prenez moins de 6005, c'est le numéro du moulinet, si vous voulez, la taille du moulinet. Ça correspond à quoi? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de 9-0. Alors, le 9-0, c'est un moulinet à tambour tournant. Ça va pour la traîne, et ça va pour la pêche au broumet. C'est la capacité de la bobine? Non, la capacité de la bobine peut être très bien la même. Hein, c'est exclusivement le mode de fonctionnement. Là, sur le lancer ramené, vous avez un moulinet que vous avez à l'écran à l'heure actuelle qui est à 6005, et ce moulinet-là a la même contenance qu'un moulinet de pêche, mais à tambour fixe, si vous voulez. Mais là, c'est un tambour fixe, pardon, et l'autre, c'est un tambour tournant. Mais vous ne pouvez pas lancer des leurres si petits avec un moulinet à tambour tournant. Vous aurez des perruques énormes sur le truc et ça ne marchera jamais. Alors que ça, c'est vraiment le moulinet de pêche au lancer. C'est le moulinet de pêche au lancer. Alors dans ce moulinet, à partir de 5005, c'est déjà trop faible. 6005, vous êtes bien. Malheureusement, et ça c'est le défaut de la pêche sur chasse, c'est que la canne coûte très cher. Quand j'entends très cher, c'est aux environs de 1 000 €. Et le moulinet coûte pas loin de la même chose. Ça veut dire que c'est du matériel haut de gamme. C'est du matériel qui vous permet d'avoir beaucoup de plaisir avec quand vous avez la chance d'en avoir, ou que vous avez la chance d'être sur un bateau qui est équipé. Ça vous permet aux pêcheurs de se rendre compte de la violence de l'attaque des poissons et de faire un vrai combat. Mais voilà, en conséquence, c'est beaucoup plus cher que l'autre partie. Si vous voulez, un 9-0 va coûter 400 € en tambour tournant. Là, ce moulinet que vous avez devant les yeux, il va coûter 1 000 €. Donc voilà la différence entre les deux. Donc les cannes, nous ne sommes plus dans des cannes de broumet ou de pêche profonde ou de trail. Nous sommes dans des cannes très légères. Les images qui vont défiler. Alors voilà un des leurs qu'on envoie pareil, dans le même principe. Remarquez qu'il a qu'un hameçon aussi au bout. Pardon. Et là, voilà le type même de la canne. Vous allez la voir travailler à différentes places. Et vous allez voir que c'est moi qui ai fait ces images. Le reste, j'ai ça en film en plus. On attendait qu'elle casse. On a voulu poursuivre jusqu'où allait la puissance de cette canne. Le jeune qui tient la canne, on va se la passer à 3 ou 4 pour pouvoir tenir, parce que le combat a duré un certain temps, et physiquement c'est assez éprouvant. On attendait et vraiment, on s'est dit, elle va finir par casser. Il faut vous dire que le poisson qui a été pris sur cette canne, pour lequel vous voyez la canne travailler à l'heure actuelle, approchait les 100 kg. Donc c'était, vous voyez, la canne, elle fait presque, regardez la flexion totale. Et le poisson travaille dans ses rushs, dans sa puissance. Évidemment, ça donne une force physique aux pêcheurs, d'autant plus que les pêcheurs combattent debout, avec juste un baudrier.
Et donc, ça fait partie du plaisir de la pêche. C'est plus intéressant pour moi de pêcher ce type de poisson sur des cannes comme ça que de les pêcher avec, comme ça se faisait à une certaine époque, avec des 130 livres, voire même plus, et des mouliers 12, 15, 0, qui étaient des véritables treuils. À partir de ce moment-là, effectivement, on arrivait bien un jour ou l'autre à remonter le poisson, parce que c'était un treuil. Là, voilà, donc c'est un combat qui est assez remarquable et assez facile. Assez facile parce que il y a, comment je veux dire, difficile physiquement, mais la canne épouse tous les modèles et toutes les actions du poisson. En fait, il y a le poids à combattre et les difficultés, et surtout il faut que le bateau qui est équipé de ça puisse avoir un pilote suffisamment bon pour anticiper les démarches du poisson. On va avancer, vous voyez un peu comment la courbure de cette canne, qui est une canne extrêmement fine. Hein. Extrêmement fine. Malheureusement, les matériaux qui sont du carbone qui la composent, le carbone et autres alliages, coûtent pour l'instant. Peut-être qu'un jour on les aura pour moins cher. Mais maintenant, je dois dire que la pêche s'oriente de plus en plus vers ce type de pêche pour les sensations qu'elle procure. C'est pas une histoire de dire on prend un poisson, puisque le but, très souvent, les poissons que vous voyez prendre là, enfin que vous voyez là, ont tous été remis à l'eau. Et que 90 et quelques % des poissons qui sont pêchés retournent effectivement à l'eau. Alors la pêche du thon au Broumet est en dérive, et je vous ai marqué sous encre flottante. Pourquoi? Parce que pas plus tard que cette année, ça nous est arrivé ici au Cap-Vert, au Master, qui sont justement une manifestation organisée synégétique et scientifique, qui a été faite pour prendre et marquer des poissons. On a été dans des conditions atmosphériques difficiles, c'est-à-dire que la mer était en force 6, voire 7, et que même les dérives étaient trop rapides et très violentes. Donc là, on a mis une encre flottante qui nous a permis, pas de stabiliser le bateau, vous y pensez bien, mais tournement et simplement quand même de pouvoir avoir un instant de pêche. On a donc pris le poisson que vous voyez là, qui va être effectivement remis à l'eau. Ce qui n'empêche pas que c'est une pêche redoutable et très, très efficace. Là, on était dans des conditions limite catastrophe, puisque la pêche devait se poursuivre toute la journée, et à 2h de l'après-midi, les bateaux étaient rentrés. Et que déjà au départ, il y en avait beaucoup qui avaient déclaré forfait. Ça a été un moment difficile. Ça ne nous empêche pas. Alors la pêche au Broumet, ça consiste tout simplement à envoyer. Qu'est-ce qu'on appelle le Broumet? On appelle le Broumet, ce sont des sardines composées ou des maquereaux que vous pouvez plus ou moins écraser, que vous pouvez plus ou moins couper en morceaux, et pour lequel vous allez mettre à l'eau dans des endroits où vous pensez que les passages de thon ont lieu, ou peut-être que vous avez vu déjà au sondeur. Et vous allez effectivement envoyer d'abord une quantité de sardines à l'eau pour faire une sorte d'éclairage pour les poissons, de façon que ça essaie de fixer en apparence tout au moins cette multitude de poissons qui dérivent et qui sont bons à manger et attirer l'attention des prédateurs. Et puis après vous allez continuer sans interrompre votre Broumet en coupant toujours des morceaux de poissons pour alimenter, faire une chaîne alimentaire qui va aller vous chercher des poissons à plusieurs milles derrière le bateau ou dans la dérive du bateau. Les poissons, eux, se trouvant avec un restaurant qui s'approche, ont tendance à remonter tout simplement directement la chaîne de Broumet. Et là, vous avez 3 cannes qui sont mises. En principe, c'est 3. Certains bateaux mettent 4, mais 3, ça me paraît très bien. Et les 3 sont équipés de sardines à des profondeurs différentes. Et vous pouvez plomber un peu, mettre à 40 mètres, à 30 mètres, à 10 mètres. Et puis, les lignes sont fixées au point de vue visibilité sur l'eau, soit par des ballons que vous avez accrochés dessus. Je sais que maintenant, il y en a qui pratiquent des petites bouteilles, mais nous, on est resté à l'ancienne méthode, c'est pour moi simplement les ballons.
Les ballons n'ont pas le fait de tenir la ligne, c'est tout simplement de nous positionner à nos yeux de pêcheurs exactement la direction et le travail des lignes par rapport au courant. Voilà. Le thon qui a lui remonté toute la chaîne de nourriture finit par trouver les appâts, ou ne les trouve pas, ou refuse les appâts, et il ne prendra jamais parce que ça arrive. Vous pouvez dire qu'il faut voyager toute la journée sur un mouton et qu'il ne veut rien savoir, ça ne les intéresse même pas. Et puis, à un moment ou à un autre, vous avez un poisson qui va partir et qui va prendre, et le pêcheur va rentrer en combat directement avec son poisson. Sur les bateaux les plus gros, les bateaux sont équipés de sièges, et donc là, on parle d'une pêche, effectivement, avec le siège. Mais ça se fait très bien, en dérive, et ça se fait très bien maintenant, tout au moins sur des poissons de qualité, enfin, de poids moyen, ça se fait très bien en stand-by. Ce que je voulais vous donner comme information, qui est une information qui est sur cette pêche qui est bien plus particulière, c'est le fait que lorsque vous allez dans cette pêche et que vous connaissez un petit peu le secteur dans lequel vous pêchez, il convient à un moment ou à un autre que vous preniez la décision de commencer votre trace. C'est-à-dire que vous ne vous occupez pas de savoir s'il y a des thons, mais vous savez que sur les fonds d'une telle profondeur, 40, 50 mètres, voire plus, habituellement les thons peuvent tourner, il peut y avoir des chasses, mais la mer, il n'y a rien du tout en surface, il n'y a pas d'oiseau qui vous indique, il n'y a rien du tout. Alors vous commencez une traîne, c'est-à-dire pas une traîne de ligne, vous commencez une trace, c'est une trace plutôt, et vous commencez à envoyer des sardines. Et vous envoyez vos sardines les unes derrière les autres, par épisode, et vous continuez à faire avancer le bateau sur 1 ou 2 ou 3, je chiffre en kilomètres, si vous voulez, 1 000 et demi, 2000 maximum. Et puis là, vous vous êtes arrangé pour connaître votre dérive, si vous voulez. Et le fin du fin, c'est que quand vous décidez d'arrêter le moteur et de vous mettre en dérive, le courant qui dérive ou le vent qui prend votre bateau en dérive, parce qu'il y a la dérive courant et il y a la dérive vent, mais on ne va pas en parler ici, parce que c'est trop long à expliquer, mais le courant ou le vent qui va prendre votre bateau en dérive va vous renvoyer à l'arrière de ce que vous avez fait. Ce qui fait que vous allez repasser sur la trace que vous avez créée depuis 2 ou 3 km. Et s'il y a des poissons qui sont venus, qui ont déjà suivi cette trace, ce qui n'est pas impossible, vous avez des attaques beaucoup plus rapides que de les attendre à ce qu'ils aient remonté toute la chaîne. Voilà. Ça, c'est une vieille combine de pêche, mais croyez-moi, pas besoin d'ancrage, à la dérive, ça marche très, très bien. Voilà ce qu'on peut dire pour la pêche en dérive. Je vais prendre la pêche au fond, dès que je vais pouvoir changer de voilà, ça marche. On va prendre la pêche au fond, puis on parlera aussi de pêche au leurre et de pêche aux autres carnassiers que le thon avec François Fuentes qui est juste là. Et puis je vous poserai une question à un moment donné, on dirait Vincent Moscato, à un moment donné, sur comment vous faites pour repérer les poissons quand il n'y a pas d'oiseaux qui vous montrent qu'il y en a dessous. Parce que là, ce matin, on a vu un truc qui va s'avérer être essentiel. Ça, on va avoir vu le jeune homme qui est présenté. On le réserve pour la fin. D'accord. Voilà. On va vous donner un truc pour savoir n'importe où dans le monde où il y a des poissons. Ça vous intéresse, ça, hein? Chez le poissonnier. En plus, même ces messieurs orateurs ne savent pas de quoi on va parler encore. Hein. Il n'y a que Marie Delpy et ceux qui étaient à la conférence ce matin qui ont une discrétion. Bien avancé mon truc. Vous pouvez nous donner les informations sur les fils utilisés, la tresse, du nylon, les diamètres Ce que je peux vous dire, c'est que la tresse, effectivement, c'est des tresses sur par exemple, je prends le lancer ramené, en tresse, c'est 29-30 centièmes, c'est un maximum. On peut aller au-delà, on peut mettre au-dessus, mais bon, ça nous convient parfaitement. Par contre, il faut savoir, oui, ça paraît petit, hein, mais il faut savoir que la tresse a une puissance bien supérieure au nylon. Hein. Et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que à condition de faire un nœud, on n'en parlera pas là parce que c'est trop long de parler, de faire un nœud entre le fluorocarbone et la tresse, qui passe bien dans les anneaux, il faut avoir 5 ou 6 mètres, même 7 mètres de fluorocarbone, mais de haute qualité, et surtout, lui, il peut aller jusqu'à 80, 100 centièmes, voire 120 centièmes. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez au bateau, il faut prendre le thon. Et il faut prendre le thon, et la personne qui est avec vous
vous avez la canne, vous ne pouvez pas tout avoir, et donc vous allez avoir une personne avec vous qui va prendre des gants et qui va continuer à travailler le thon et à l'amener pour en faire ce que l'on a envie de faire, exclusivement avec le fil qui tient à la main. Si vous avez un fil trop fin, ben, vous avez des casses, toutes les casses se font au bateau. Donc là, on est forcé d'avoir du gros et ça n'empêche absolument pas les poissons. Donc voilà, là on s'arrête là une seconde. Un ensemble d'entrégeurs, c'est un ensemble de treuils avec un compteur. Là j'ai une canne de 50 livres et j'ai un moulinet 9,0. C'est c'est le commun de l'équipement de base. Hein. On peut équiper différemment. Le treuil, le dentrigeur, on va le voir en un peu plus gros, je pense la photo d'après. Ça c'est celui qui est le moins cher du marché. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il est manuel. Il existe les mêmes appareils avec du moteur électrique et vous ne peinez pas à remonter le poids ni vous remontez à grande vitesse. Mais bon, partant du principe qu'à la pêche, on y va pour se faire plaisir et qu'on n'est pas trop pressé, on a tout le temps. Donc on va prendre, s'il y a un départ, on va prendre le temps de remonter son poids, parce que ça faut le faire, parce qu'autrement, le poisson, on ne va pas manquer de faire un sac de nœuds avec le fil du dentrigeur qui supporte le plomb, et la pêche deviendra vite impossible. Donc, premier temps, on remonte le plomb, qui est un plomb qui vous permet de tenir à la distance que vous souhaitez. Il suffit de voir au sondeur, si vous pêchez sur des fonds de 80 mètres, vous pouvez descendre votre plomb par exemple à 60 ou 70 mètres. Comme vous avez un compteur, vous savez exactement à la descente, à la hauteur à laquelle vous allez faire, et vous allez avoir votre leurre qui va travailler au-dessus du fond, à 8-10 mètres au-dessus du fond, alors que vous êtes par 80 mètres de profondeur. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui marche bien. Je dirais même que ça marche sur tout un tas d'autres poissons, parce que le denti vient très bien sur ces pêches-là, la liche vient très bien sur ces pêches-là, il y a encore d'autres poissons, si vous pêchez sur les cerniers ou les différents, tout à fait, poissons de grand fond que vous pouvez trouver, tout dépend de la profondeur à laquelle vous allez. Voilà, le plomb tel qu'il se figure, en une forme de plomb rond avec une sorte d'ailette, un avancé qui tient la pince, et part de votre moulinet le leurre, enfin le leurre est parti de moulinet, vous l'avez mis à l'eau, vous avez mis par exemple 15 mètres ou 20 mètres de fil, et là vous mettez votre fil que vous pincez dans la pince. Et là vous descendez votre plomb. Donc le leurre est à 20 mètres derrière le plomb, et 25 mètres, vous pouvez mettre 50 mètres si vous voulez, la distance c'est vous qui la jugez. Vous descendez la pince qui elle est amarrée au plomb, et quand vous avez une attaque de poisson dessus, le poisson tirant de son côté, il dégage le fil du plomb, et vous avez en combat directement le poisson et le pêcheur. Le plomb, vous le remontez séparément, il n'a plus rien à voir dans la pêche. Là, je vous ai mis, c'est mes leurres de traîne en traîne profonde. C'est 3 leurres qui marchent bien. Et qui sont efficaces. Vous remarquerez que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je les ai équipés de double à l'arrière comme en dessous. Ça détériore moins les leurres, parce que vous remarquerez que quand vous achetez des leurres, sur les côtés des leurres, ils sont tout rayés, même à la première journée de pêche à la trappe, parce que c'est l'hameçon qui est en trop, qui vient rayer le leurre et qui travaille le long, et ça finit par les frottements par le pied. Là, vous n'avez pas ça, parce que les leurres se plaquent sur le poisson, et celui qui est en queue suit parfaitement dans la... Voilà, un mot maintenant, parce que faut que je passe la parole à Mme François. Je crois que c'était maintenant. Vous pouvez nous parler de ça aussi. Je pensais qu'on allait enchaîner 3 avec photos. François et Les 3 photos vont passer vite. Je te passe la parole. Voilà, je passe les leurres souples, les leurres souples étant des leurres qui marchent aussi très bien. Et comme je vous ai dit, il n'est pas forcé, on n'est pas obligé. Il faut avoir des hameçons très forts de fer, mais on n'est pas forcé d'avoir des gros leurres. Ils sont à 10 secondes à peu près chacun. Alors voilà, le key, le marquage, là vous allez voir simplement, j'ai 3 photos encore à vous montrer, je passe la parole à François. C'est long 10 secondes, ça paraît. Ils ont été calibrés à 10 secondes, vous voyez.
Voilà. Alors voilà un thon qui vient d'être mis à bord. Vous voyez le maître qui s'est établi tout de suite dessus. Et vous voyez le chiffon, ce qui est une sorte de grande serpillière humide qui lui cache les yeux. Le poisson ne bouge absolument pas. Là, vous allez voir nos amis les écologistes qu'on avait pris à bord, parce qu'au début on était très critiqués à faire ça. On pensait que tous les poissons allaient mourir. Il faut vous dire qu'il nous arrive de reprendre des poissons auxquels on change le numéro du poisson et on le remet à l'eau. Ou on le met un deuxième numéro. Voilà. Ça c'est une dame du WWF. Je ne cite pas ça en propagande, mais c'est nos amis écologistes. Et là, ils sont en train de faire des prélèvements sur le poisson pour les recherches ADN sur le thon. Le thon, vous voyez, il va être basculé à l'arrière, il va repartir tout de suite. Là, voilà la marque qu'on lui a mis, vous voyez, sur le dos. Et ça, c'est en plastique, c'est très léger. Il y a un numéro dessus, avec date et autres. Et ça, quand il nage, ça se met exactement à l'aplomb de son corps, et ça ne le gêne absolument pas. Et ça cicatrise absolument très vite. Ça, c'est la remise à l'eau, vous voyez, on aperçoit là-haut le tag qu'il a, son numéro, et il est reparti. J'en ai une autre photo, et puis après j'ai les outils, et j'ai, voilà, celui-là s'en va. Voilà, et c'est fini comme ça. Ça va pas, les images. Voilà, ça je vous le passe. Ça c'est un appareil qui m'a été présenté, j'ai voulu vous le mettre quand même, pour à la place pour remplacer le lasso. Pour prendre le poisson par la queue. C'est toute une technique, je ne l'ai pas expérimenté, je ne vous en dirai pas plus, il faut savoir simplement que ça existe. Là, voilà, ça sera mon dernier mot là-dessus. Voilà, là vous avez les tags qui sont marqués et numérotés, c'est la partie jaune, avec des parties plastiques, alors c'est désinfecté avant des millimètres. Au milieu vous avez l'applicateur, qui est tout à fait en inox, et pareil, un inox spécial, matériel pratiquement chirurgical. Et là, vous avez l'applicateur dans lequel on a rentré le tag. Donc il suffit de planter au bon endroit et en biais derrière la nageoire sur le dessus le thon, en parallèle à la nageoire, et puis vous retirez l'applicateur et la vague reste là. En sachant qu'il y a 2 ans, on a repris un thon qui était, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, marqué et remarqué. Et qu'il est reparti avec une nouvelle marque. C'est pas une banderilla, c'est une tonderilla. C'est une tonderilla. Voilà, je vous remercie. Mais non, mais vous restez avec nous, puisque maintenant on va, bien sûr, voilà, c'est François Fuentes qui va prendre le micro. On va sortir de la grande famille des thons, puis on pourra poser des questions. Il n'y a aucun problème. Allez-y, monsieur. Oui, comment on détermine la couleur du leurre à utiliser? Parce que j'en ai vu des bleus, j'en ai vu des jaunes, j'en ai vu des oranges. Alors comment choisir? Alors là, je peux vous dire que la première couleur qu'il prend, il va en parler, François. Oui, je vais en parler. Il va en parler, il va répondre à cette question. Il parle de l'heure aussi, c'est la même chose. Quel que soit le poisson, on a la même chose, c'est le même problème. C'est là où, quand on fait de l'animation de conférence, des fois on ne laisse pas les questions au début parce qu'on a les réponses avant la fin. Vous avez vu le travail d'équipe en plus. Ah oui, bien sûr. On va maintenant surfer dans la famille des carnassiers en général. On va parler de pêche au leurre. Et puis, avant de se quitter, on demandera à Franck Gachina de nous donner les bons tuyaux à vous qui êtes, si vous êtes là, on imagine que c'est parce que vous pêchez. Et un pêcheur, parmi les rêves des pêcheurs, c'est de savoir où il y a du poisson. Donc, voilà, vous avez la possibilité d'équiper votre bateau avec un appareil qui vous dira où il y a du poisson. Donc bonjour, on va parler de pêche au leurre, mais on ne va pas cibler un poisson en général, on va essayer de parler de tous les carnassiers en général. Donc avant de parler des carnassiers en général, je rappelle un petit élément, c'est que nous-mêmes on est des carnassiers, donc très souvent ce que l'on fait nous, on peut l'appliquer aux poissons.
donc on y reviendra tout à l'heure, mais pensez toujours quand vous allez à la pêche, pensez à ce que vous faites et pensez que le poisson peut faire quasiment la même chose que vous. Vous allez comprendre, j'étais un peu trop vite, alors, il faut que je revienne au début. Voilà. Donc on va pêcher au leurre. Alors les pêches au leurre, on en parle depuis pas mal de temps. Donc on va vous dire il faut aller à telle heure, il faut faire. Mais on va pêcher au leurre, pourquoi? Pourquoi on pêche au leurre et pourquoi cette pratique de pêche au leurre va marcher un peu mieux que la pêche aux appâts? Tout simplement, comme je vous ai dit, les poissons sont exactement comme nous. Ils ont des cycles dans leur vie. Des cycles journaliers dans leur vie qui sont exactement les mêmes que nous. Ils se reposent, ils mangent, ils se déplacent et ils se reproduisent. Chose que l'on fait tous les jours, nous on travaille. En plus, eux ont le privilège de ne pas travailler. Donc la reproduction, on va laisser de côté. Oui. Oui. Bon, certes. Donc la reproduction, la pêche sur reproduction, on va laisser de côté, puisque si on veut continuer à pêcher encore pendant de nombreuses années, il faut laisser le poisson se reproduire. S'il ne se reproduit pas, il n'y aura plus de poissons dans l'avenir, donc essayez de respecter les périodes de reproduction et de pêcher d'autres espèces qui ne se reproduisent pas au moment où vous souhaitez pêcher. La pêche pendant que le poisson se déplace est très aléatoire, donc c'est une pêche qu'on va laisser de côté. Et on va se focaliser sur deux périodes essentielles de la vie d'un poisson, lorsqu'il se repose et lorsqu'il mange. Lorsqu'il mange, très facile, hein, comme tout carnassier, généralement, les périodes d'activité alimentaire, le matin de bonne heure, ou le soir au coucher du soleil, ça c'est connu. Et il arrive qu'il mange aussi en journée. Donc en règle générale, c'est très facile à voir. Lorsque le poisson décide de manger, souvent il entoure le banc de fourrage, le fait remonter à la surface et les oiseaux en profitent pour manger à son tour, pour profiter de ce domaine. Vous voyez des oiseaux plongés dans l'eau, tout simplement, c'est qu'il y a du carnassier en dessous qui les fait remonter. Donc vous êtes en bateau, vous voyez une chasse, hein, ce qu'on appelle une chasse. Pas de souci à avoir, vous partez sur la chasse et la pêche est quasiment assurée. Beaucoup plus difficile, la pêche au repos. Lorsque le poisson se repose, il n'est pas actif toute la journée, il va falloir déterminer où se trouve le poisson. Donc les poissons se reposent. Je vais encore comparer à ce qu'on fait nous-mêmes. Hein. Lorsqu'on va à la campagne, je ne parle pas de la plage, hein, puisque c'est un peu particulier, mais lorsqu'on va à la campagne, qu'on veut faire la sieste, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher un arbre, on va chercher une petite butte, où on va mettre tout simplement un parasol pour se protéger et se sentir à l'abri. Je pense que vous l'avez tous fait. Hein. Donc nos amis poissons font exactement la même chose. Donc que va-t-on rechercher pour pêcher les poissons au repos? On va chercher, eux n'ont pas d'arbres ni de parasol, mais ils ont des herbiers, ils ont des tombants, ils ont des hauts fonds. Donc avant même de partir à la pêche, la chose qu'il faut que vous fassiez, c'est connaître vos lieux de pêche. Vous prenez un sondeur, je pense que monsieur là-bas au fond parlera de sondeur tout à l'heure et confirmera un peu ce que je dis. Vous prenez un sondeur et grâce au sondeur, vous allez lire le fond et vous allez savoir où se trouvent les tombants, les herbiers, etc. La pêche au leurre marche très bien par rapport à la pêche aux appâts. Pourquoi? Parce que, comme tout carnassier, et on est les premiers concernés, hein, on est territorialiste, on est agressif, et lorsqu'il y a un morceau de viande à avoir, hein, on essaye de se battre pour l'avoir. Si j'ai faim, je préfère manger moi et que le voisin reste à jeun, plutôt que ce soit moi qui reste à jeun. J'exagère un peu, mais dans l'absolu, je pense qu'on est tous d'accord. Donc, par rapport à la pêche aux appâts, une pêche aux appâts, les poissons carnassiers vont être intéressés qu'au moment où ils vont avoir faim. Donc, on leur présente un appât, ils ont faim, très bien, ils viennent, ils mangent. Maintenant, lorsqu'ils n'ont pas faim, eh bien, il va falloir arriver à décider nos poissons. Donc, la pêche au leurre, à ce moment-là, va être très intéressante, puisqu'on va jouer sur les autres caractéristiques du poisson, le territorialisme. Tout carnassier n'accepte pas
qu'on vienne sur son territoire et qu'on enquête sur son territoire. Ça s'applique aux poissons, mais regardez les reportages animaliers, les lions qui marquent leur territoire. Si un intrus vient dans son territoire, tout de suite, il va venir le chasser. C'est quelque chose d'assez récurrent. Vous-même, lorsque vous êtes chez vous, si quelqu'un pénètre chez vous, vous n'allez pas être content, vous allez essayer de le chasser. L'agressivité, qui rejoint le territorialisme, un intrus que je ne connais pas qui vient à côté, c'est un leurre qui passe à côté de moi, il ne m'a pas été présenté, je vais aller le bousculer. Et la concurrence alimentaire, j'en ai parlé tout à l'heure. On va prendre un exemple de pêche au repos, quelque chose qui est assez commun, des poissons les plus pêchés dans la France entière, je dirais, le loup. Donc, le loup, lorsqu'il est au repos, on va dire qu'il est dans un herbier, il va planter sa tête dans son herbier, mais il ne va pas rester insensible à tout ce qui va se passer autour de lui. Donc, il va ressentir, alors par le biais de la ligne latérale, on voit bien la ligne latérale ici, là. Voilà. Donc, cette ligne latérale va lui permettre de ressentir toutes les vibrations qu'il va y avoir autour de lui. Un bateau qui passe, je ne sais pas si vous plongez, mais les vibrations dans l'eau se propagent très loin. Donc, il va ressentir tout ce qui se passe autour de lui. Tout d'abord pour sa propre sécurité, et ensuite ça reste un poisson opportuniste. Donc lorsqu'il est au repos, tête plantée dans son herbier, il va ressentir la nage du leurre qui va passer autour de lui. Cette vibration, il va la ressentir assez forte, il va dire « tiens, il est rentré sur mon territoire ». À ce moment-là, il va sortir sa tête de l'herbier, il va regarder le petit poisson ou le leurre qui nage au-dessus de lui, et il va décider s'il déclenche son attaque ou s'il ne déclenche pas son attaque. Du moment où il déclenche son attaque, je vais jusqu'au fond du principe, il déclenche son attaque, le paramètre olfactif va rentrer en compte lorsqu'il est à quelques centimètres du petit poisson, et ensuite, une fois qu'il a donné un coup de tête ou qu'il l'a pris en bouche, le paramètre gustatif. Petite parenthèse, on parle beaucoup des attractants. Lorsque vous connaissez le cycle d'attaque d'un loup, vous voyez que le paramètre olfactif et gustatif sont les deux dernières chaînes ça y est, je me suis perdu. C'est les deux derniers éléments de la chaîne, tout simplement. Donc, lorsque vous n'avez pas du tout de touche, c'est pas forcément la peine de bourrer vos leurres d'attractants. C'est pas l'attractant qui les fera venir. Voilà. Par contre, si vous avez beaucoup de ratés, ou d'attaque à côté de votre leurre, là l'attractant fera bon effet. Donc j'ai dit que notre loup ressentait toutes les vibrations. Lorsqu'on va utiliser les leurres, on va utiliser des leurres qui ont des billes à l'intérieur ou pas de billes à l'intérieur. Lorsqu'on fait nager notre leurre, la simple nage du leurre procure des vibrations sur la surface de l'eau, sur la surface ou sous l'eau, suivant le leurre que l'on a utilisé. Donc le 5, la simple animation, ou même en linéaire, lorsque notre leurre est en linéaire, on voit un rond dans l'eau, ce sont des vibrations qu'il va ressentir et qu'il va interpréter. À ces vibrations, très souvent dans les leurres, on entend des billes. Alors très souvent on me demande, voilà, quel style de billes il faut mettre pour attirer les leurres. Il faut savoir, on a des billes qui sont graves, comme ici, on entend, c'est un peu plus clair, et des billes qui sont beaucoup plus aiguës. Donc pensez à une voiture qui a la musique à fond et qui passe dans une rue. Qu'est-ce que vous entendez de très loin en premier? Les sons graves, les basses de la musique qui vont se propager vraiment très loin. Même chose pour nos leurres. Lorsque l'on a des conditions difficiles, qu'on veut aller chercher les loups très loin, on va utiliser des sons très graves qui vont se propager loin dans l'eau. Lorsqu'on va utiliser des sons à vie aiguë, eh bien, pensez au Twitter lorsque vous êtes en discothèque, vous avez été en discothèque, les sons, les deviennent très vite agaçants. Les sons aigus sont faits pour agacer
le poisson. Donc pour vraiment jouer sur son agressivité. Lorsque les conditions sont très belles, qu'il n'y a pas de vent, le poisson est très difficile, on a d'autres leurres qui peuvent rentrer en compte. C'est les leurres sans billes, où juste le mouvement sur l'eau va procurer des ondes qui vont être le plus naturel possible. Donc on peut utiliser des leurres sans billes ou tout simplement des leurres souples qui n'ont pas de billes, et leurs vibrations vont vraiment ressembler à des vibrations d'un vrai poisson. Donc ça uniquement lorsque les conditions sont vraiment très belles. Sur la photo, donc je vous ai mis le rabat-vette, et leurre de surface. Donc le principe des billes reste les mêmes. Des leurres souples que l'on voit ici. Alors petite parenthèse sur les leurres souples, nous avons juste au-dessus, on voit ici comme ça, non ça fait pas mieux, juste au-dessus le leurre à caudale. Donc on va séparer les leurres souples en deux grandes familles, hein, les shad et les slugs. Les slugs, forme de verre, les shad, forme de poisson, voilà, comme ceci. Et deux sous-familles, leurre à caudale et leurre sans caudale. Voilà, je vais prendre un shad, comme ça, donc il a une caudale. Donc, et sans caudale qu'on appelle finesse en règle générale. C'est très important de connaître ces familles de leurres souples. Les leurres à caudale vont faire des vibrations beaucoup plus importantes que les leurres sans caudale. Donc, ce qui vous donne l'effet sur les poissons avec leur ligne latérale. Plus les conditions seront mauvaises si on veut pêcher au leurre souple, on va utiliser des leurres à caudale pour avoir des vibrations plus importantes. On va utiliser des leurres sans caudale avec des vibrations beaucoup plus minimalistes pour se rapprocher des conditions naturelles. J'ai mis aussi un madaille. Donc les madailles, il faut savoir, donc la première partie du madaille, donc la tête du madaille, ça c'est uniquement pour le pêcheur. Si on mettait un plomb tout simple avec les filaments derrière, peint en gris, vous n'achèteriez pas ça à 15 €. Par contre, si c'est joli, avec des jolies couleurs, un petit œil qui va bien, là vous êtes prêt à y mettre le prix. Donc ça c'est vraiment pour leurrer le pêcheur, si j'ose dire. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est la jupe. La jupe et le petit morceau en plastique derrière, qui vont faire des vibrations, des micro-vibrations dans l'eau, qui vont attirer les pêcheurs. Donc les madailles, pas d'animation, juste les jupes dans le courant vont permettre de faire des vibrations et d'attirer le poisson. Les jupes ont toujours roulé les pêcheurs pendant les termes. Aussi. Quand je disais qu'on pouvait se comparer aux poissons, vous voyez que... Vous allez mettre des jupes sur des leurres aussi. Voilà, j'étais pas si loin que ça. Dernier leurre que j'ai mis, les jigs, mais les jigs qui n'ont pas de billes bien sûr, ce n'est que du métal, et par leur animation, on va leur procurer des vibrations à l'intérieur de l'eau. Donc pour ces leurres, lorsqu'on utilise, je vais parler du leurre de surface qui est le plus difficile à animer, je dirais. Si on se contentait de le lancer et de le ramener, ça suffirait pour leurrer du poisson puisque ça fait des ondes dans l'eau. Maintenant, on a trouvé des systèmes pour augmenter le nombre de fréquences que va envoyer le leurre. Donc le fait de faire un Whack in the Dog, je ne sais pas si vous... Alors on le verra sur la prochaine image, hein, j'explique un peu mieux. Donc le fait de faire nager notre leurre de droite à gauche, donc le Whack in the Dog, eh bien, ça va bouger beaucoup plus d'eau. Ça va bouger de l'eau, et je ne sais pas si vous l'entendez d'ici, ça fait claquer les billes. Je vais prendre celui-là, il est plus gros. Donc le fait de le balader à droite à gauche, ça fait claquer les billes qui font beaucoup plus de vibrations dans l'eau. Donc on va passer... alors, il faut que j'aille assez vite. Hein. Donc le Whack in the Dog, donc, que j'ai dit,
Donc c'est une récupération, la bannière doit être tout le temps tendue, la main gauche est là pour récupérer le fil, et la main droite va donner de tout petits coups de sillon, uniquement avec le poignet. Le bras ne bouge pas du tout, ce n'est que le poignet qui va actionner la canne. Je passe le sliding et le diving qui sont des dérivés du walk in the dog. Vraiment le plus important c'est le walk in the dog où le leurre va battre de l'eau et émettre des vibrations beaucoup plus importantes que si on lançait et on ramenait en linéaire. Sur les leurres à bavette, donc leurres comme ceci, on va trouver d'autres animations. Donc leurres à bavette, ce sont des leurres qui vont descendre sous la pellicule d'eau. Donc on peut avoir une nage en linéaire, comme lorsqu'on pêche à la traîne. Le leurre va avoir ce qu'on appelle une animation naturelle, qu'on appelle le rolling. Et nous on va essayer de lui donner d'autres animations pour augmenter le nombre de vibrations. Donc le twitch, qui découle exactement du walk in the dog, mais sous l'eau, en plus du rolling, notre leurre va partir sur la droite et sur la gauche. Donc vous imaginez, voilà, ça va faire à peu près ceci. Gros avantage, ça envoie des éclats de lumière un peu partout qui va aveugler notre loup un peu comme un stromboscope. Et le nombre de vibrations que va faire notre leurre. Le jerking qui est à peu près la même chose que le twitch mais en beaucoup plus violent. Donc on fait du linéaire, un bon coup bien violent pour bien désaxer notre leurre, c'est-à-dire on va entendre grossièrement un gros coup de bille dans le leurre qui va inciter notre loup à venir chasser notre leurre. Les couleurs, comme on parlait de monsieur, donc suivant alors je vous laisse lire en même temps que je parle, suivant les conditions qu'on va avoir, on va utiliser un leurre d'une couleur ou de l'autre. Si le ciel est clair avec un grand soleil et une eau translucide, on ne va pas utiliser les mêmes leurres que lorsqu'il fait sombre et que l'eau est complètement teintée. Moi j'oserais dire les règles générales, temps clair, leurre clair, temps foncé, leurre foncé. Et le passe-partout, ce que j'utilise personnellement, c'est les couleurs naturelles. Si vous pêchez en mer, privilégiez les couleurs anchois, sardines. Voilà. Qu'il fasse clair, qu'il fasse sombre, quelles que soient les conditions, une sardine ne changera jamais de couleur, donc ça marchera toujours. Une anchois ne changera jamais de couleur, ça marchera toujours. Les loups. J'avais juste oublié de préciser en présentant François Fuentes qu'il était guide de pêche aussi. Voilà, c'est juste un petit rappel sur le fait que c'était important de savoir qu'il était guide de pêche. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Donc, utiliser les couleurs naturelles, c'est ce qui marchera le plus régulièrement. Voilà. Sinon, bon, bah, vous avez des tableaux. Alors, vu que il faut que je fasse assez rapidement, si vous voulez recopier le tableau plus tard, vous m'envoyez un mail, je vous l'envoie, il n'y a pas de souci. Même chose donc pour les couleurs, à savoir le blanc est une couleur très polyvalente qui va marcher dans tous les cas de figure. Le noir aussi, par contre on en trouve très peu des leurres noirs puisque c'est pas vendeur, ça plaît pas aux pêcheurs d'acheter un leurre tout noir, donc on en trouve très peu mais ça marche très bien. Bon après je vous laisse regarder tranquillement les différentes couleurs. Voilà, la taille des leurres qui est assez importante. Donc j'ai mis cette photo, pas pour me voir moi, mais on voit ma main juste à côté du leurre. Alors c'est pas que j'ai des grosses mains, mais très souvent on a peur d'utiliser de gros leurres, puisque le gros leurre fait peur aux pêcheurs, mais ne fait pas peur aux poissons. Vous voyez à peu près ma main, hein, imaginez la taille d'un leurre que peut engloutir donc un leurre de 20 cm, pour lui c'est normal. Allez, je ne sais pas si vous avez déjà pêché des loups par tempête, très souvent ils ont des muches de presque 1 kg avec la queue qui ressortent de la bouche. D'ailleurs sur la photo suivante, ce n'est pas un loup, c'est un saran qui est aussi un prédateur. Eh bien, on voit la petite sardelle qui est dans sa bouche, qui est quasiment aussi grosse que le poisson. Donc
Nous, ça nous ferait peur d'utiliser pour pêcher un petit saran un leurre de cette taille. Par contre, vous voyez, hein, c'est une photo que j'ai prise en cours de pêche parce que ça m'a interpellé. Les poissons, ça leur fait pas peur d'attaquer de très gros leurres. C'est juste nous qui avons peur. Donc, n'ayez pas peur d'utiliser de gros leurres, surtout en période automnale où les loups font les graisses pour passer l'hiver. Ils vont s'attaquer à de belles bouchées. Quel leurre choisir? Alors là, je vais pas me faire des amis par rapport aux commerçants. Je vous ai dit, il y a beaucoup de leurres qui sont faits pour plaire aux pêcheurs et non pas aux poissons. Donc, un bon leurre, ça sera le leurre qui vous plaît à vous. Si vous avez un leurre que vous dites, tiens, celui-là, je vais cartonner avec, vous cartonnerez avec. Maintenant, si Tartampion vous a dit, il faut acheter ce leurre, il est super bien, mais il ne vous plaît pas, vous ne ferez rien avec. J'ai l'exemple d'un leurre, le Trérao, pour ne pas le citer. J'ai un copain qui n'y croit pas du tout. Très souvent, je prends son leurre, je pêche avec, j'attrape un poisson. Il remet lui derrière et il passe une heure, il n'a pas une touche, pas un suivi. Donc un leurre, il faut vraiment y croire. Vous allez dans un magasin, vous trouvez un leurre auquel vous croyez. À ce moment-là, vous ferez pêche avec. Oui, on fait équipe avec le guide de pêche, quoi. Voilà. Ça peut être une solution aussi, hein, voilà. Voilà, ça aussi, ça peut le faire. Le matériel, je ne sais pas si je raison. Oui, très rapidement. Alors là, je vais poser le micro parce que je vais prendre les cannes et je vais aller très vite. Après, ça permettra de faire la transition avec monsieur. Exactement, Franck, on va peut-être demander, puisqu'on est dans le matériel, on va essayer de gagner les secondes. En plus, j'ai vu apparaître les orateurs de la conférence qui démarre en théorie dans 10 minutes, on va dire hors taxe, qui sont en train de tourner en rond devant là. Et on va pas se plaindre d'être passionné par les orateurs après tout, hein. Non mais, hein, puis il l'a dit plusieurs fois, quand on pêche, on est tranquille, on n'est pas pressé, donc on était parti pêcher là aussi là. Hein. Je fais très rapide au niveau des cannes. Donc, tout d'abord, pour pêcher, il faut un sondeur qui va vous permettre de voir ce qui se passe sous l'eau. Je vous ai dit en début de notre conférence qu'il y a des herbiers, il y a des hauts fonds. Il faut un sondeur, monsieur vous expliquera le fonctionnement, pour voir ce qui se passe sous l'eau et ça va être au jus sous l'eau. Suivant où se trouve le poisson, on va utiliser des techniques totalement différentes avec des cannes totalement différentes. Première technique, le poisson se trouve au ras de l'eau, on va utiliser la technique du jigging pour aller les chercher vraiment sous l'eau. Petite canne, sillon très court, talon long, qui va vous permettre d'avoir un bras de levier très court et de caler votre talon sous le bras. La puissance des cannes, je parle puissance de leurre, on va utiliser des leurres en Méditerranée, enfin chez nous, on va dire en Languedoc-Roussillon, on va utiliser, même pas Languedoc-Roussillon, Hérault et proximité de l'Hérault, des leurres entre 20. Non, puisqu'ils ont beaucoup plus de fonds. C'est pour ça que je me reprends au fur et à mesure. Dans les peu de fonds qu'on a, on va utiliser des leurres entre 20 et 100 grammes. Dans les Pyrénées-Orientales, où ils ont 50-100 mètres de fond, on va utiliser du 100, 200 grammes, voire 300 grammes. Voilà. Donc chez nous, pas de leurre à 300 grammes, hein, on n'a pas assez de fond. Et si le poisson est en surface, on va utiliser une canne à leurre. Donc, vous voyez, c'est les mêmes marques, hein, j'ai fait exprès de les prendre. Hein. Canne à leurre. Donc, un sillon beaucoup plus grand qui va nous permettre de propulser notre leurre beaucoup plus loin. Talon beaucoup plus court avec une légèreté. Hop, j'y arrive. Voilà. C'est vraiment très bien. Vous pouvez pêcher avec pendant des heures. Les tailles de moulinet pour répondre à monsieur par ici. Donc la taille de moulinet, les 4000 c'est des tailles de moulinet. Vous avez 2005, c'est un moulinet qui va être gros à peu près comme ça. 4000 comme ceci, 6000 ça va être un moulinet beaucoup plus gros, donc etc. J'ai des 8000, des 10 000. En canne à tambour tournant, on compte de 9-0, 6-0. Donc plus le chiffre est gros, plus le moulinet sera gros. 9-0 c'est les plus gros, 6-0 un peu plus petit, etc. Ils vont descendre dans les tailles. Voilà, si vous avez d'autres questions, on est disponible. Juste une question, c'est très mal pêché. Mon leurre, je le jette en mer. À quelle profondeur je le fais descendre? Alors, c'est votre sondeur qui vous dira où c'est qu'il faut que vous pêchiez. Si votre sondeur vous dit le poisson se trouve à 30 mètres sous l'eau, il faudra utiliser une technique de pêche
qui vous permettra d'envoyer un leurre 30 mètres sous l'eau. Si le sondeur vous dit le poisson est en surface, c'est ridicule de pêcher 30 mètres sous l'eau. Voilà. Mais voilà, tout à fait. Merci madame de me permettre cette transition. Je le vois très souvent en cours de pêche, où on voit des oiseaux en surface et des poissons en surface, et comme c'est la mode du jigging, les gens pêchent en jigging. Donc le sondeur est vraiment essentiel. Alors je ne savais pas que monsieur venait. Une question rapide, les leurres souples. Vous les tombez. Alors, si vous ne les tombez pas, ils vont rester en surface. Bien sûr, il faut les tomber. Alors, tout dépend. Si vous pêchez dans des étangs très peu profonds, les utiliser sans les tomber, ce qu'on appelle en weightless. Par contre, si vous les utilisez en mer, il va falloir un peu même chose que les jigs. Le plombage va dépendre de votre dérive et de la profondeur où vous voulez aller. Là, je suis les 3 grammes. Si vous pêchez dans 30 mètres d'eau avec une dérive à 0,5 nœuds, il n'atteindra jamais le fond. Voilà, là c'est bon sur les étangs de d'eau, dans des fonds de 3 à 6 mètres. Donc vous traitez de dire que le poisson est à 10 mètres et que si je laisse mon leurre à 32 mètres, ce poisson il va descendre manger mon leurre quand même, on peut se le dire. Alors, imaginez je vous ai dit, pour comparer à ce que vous faites, vous avez une baraque à frites à 10 mètres et une baraque à frites à 1 km, à laquelle allez-vous? Je serais plus tenté d'aller à celle qui est à 10 mètres qu'à celle qui est à 1 km. Voilà. Pour le loup, si vous le présentez, vous ou autre carnassier, si vous le présentez à proximité, à savoir que votre leurre n'est pas tout seul dans la mer. Il y a d'autres poissons qui sont en plus naturels. Donc, s'il doit faire un effort supplémentaire pour aller chercher votre leurre, là, il prendra ce qui arrive à portée de sa gueule, ce qui est beaucoup plus logique. D'accord. Et pour conclure, question de madame. D'abord, je voulais dire à ces deux messieurs que c'était vraiment très intéressant. Franchement, ils sont bons. Et ils viennent d'apprendre quelque chose. On n'offre donc jamais de leurre. Puisque vous avez dit que le leurre doit plaire, mais cher que c'est lui qui va pêcher. Parce que je cherche une excuse à mon mari. Il n'arrive jamais à rien pêcher. Ces enfants et moi-même, pour les fêtes, nous leur offrons des leurres. Donc, on va leur donner des sous. On va aller acheter des leurres. On va faire comme avec les enfants. Je vais me trouver la chose à mon avantage pour être beaucoup plus simple. Au lieu de lui offrir du matériel, offrez-lui un stage de pêche avec moi et je lui expliquerai.